Bonjour à tous, Interaction, chaque semaine, 12h30, l'occasion de faire le point sur l'actualité boursière et sur ce portefeuille que nous pilotons depuis presque un an maintenant, Thomas. Eh oui, bientôt un an à la rentrée. On soufflera la bougie. Un portefeuille qui a une vocation, bien sûr, à gagner de l'argent, mais également pédagogique, puisqu'on décortique finalement tout ce qui se passe dans la gestion au quotidien, ou en tout cas chaque semaine avec ce point que l'on fait en direct, donc en compagnie de Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Hubert Tassin, lui, mélomane, n'est pas avec nous cette semaine. Je crois qu'il est du côté d'Avignon. On va essayer de faire aussi bien comme il dit, même sans lui. Et puis, on va attaquer tout de suite par l'actualité de la semaine, une actualité riche. Alors, c'est un leitmotiv depuis ces dernières émissions. Grèce, encore et toujours. On en voit quand même peut-être le bout du tunnel cette fois-ci. Alors là, on a signé l'accord. Maintenant, on est dans les modalités techniques, notamment les votes des assemblées qui sont concernés. Un vote cet après-midi en Allemagne, non négligeable. On peut avoir une surprise? Non, peut-être pas quand même. A priori, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. La BCE qui met en place le mécanisme de soutien. La ligne de crédit court terme mise en place pour que le système tourne, parce que l'économie grecque était en train de s'arrêter purement et simplement. Donc pour relancer tout ça, il faut grosso modo 4 semaines, le temps que les aides promises arrivent. Bon, donc un sujet dont on espère qu'on pourra tourner la page durant l'été. Du côté de la Fed, on a toujours Janet Yellen qui souffle le chaud et le froid. Oui, alors elle souffle le chaud et le froid, c'est le cas de le dire. Surtout le chaud par les temps qui courent. Le sujet de Janet Yellen, c'est je remonterai mes taux. Et ça, elle nous a dit hier soir qu'elle allait le faire. Donc voilà, ça c'était une... Elle ne dit pas quand en fait. Mais elle ne dit toujours pas quand, ni comment, ni de combien évidemment. Bon, c'est du pilotage non pas à vue. C'est fait de façon intelligente pour éviter des remontées trop violentes de taux d'intérêt. Ce qu'on a vu sur notamment les chiffres du chômage qui sont excellents, ça va se traduire probablement par une augmentation des salaires dans le trimestre qui vient, et ce sera probablement, comme elle l'a d'ailleurs toujours dit, le top départ pour une remontée graduelle, j'insiste sur le terme graduel, des taux d'intérêt. Oui, le but c'est de gérer la panique éventuelle si c'était fait de façon trop violente. Mais là, il faut faire preuve de doigté quand on est banquier central. Alors, vous nous avez apporté des graphiques pour cette partie. Peut-être un mot sur la hausse de la bourse quand même, parce que c'est aussi l'actualité. Suite à l'accord grec avec les Grecs lundi matin, plus de 4%, presque 5% de hausse cette semaine. Oui. Et aujourd'hui, ça ne souffle pas non plus. On est stable au moment où je vous parle. Bon, on a remis les repères, et on le verra dans nos indicateurs. On a remis les repères, l'église au milieu du village. C'est le cas de le dire. Il se trouve que les chiffres, désormais, on les lit avec une autre attention. On a retiré le risque systémique qui pouvait naître de cette crise grecque. On n'aime pas, sur les marchés financiers, l'incertitude. Et là, je dois dire qu'on a été gâtés au niveau happening de tout ce qu'on a vécu. Là, ça a été assez costaud quand même. Bon. Alors, le graphique, un des premiers graphiques, c'est le commerce extérieur de la France. Pourquoi vous intéressez-vous au commerce extérieur? Alors en fait, dans les thèmes structurants de la gestion d'interaction, on a souvent parlé du prix du dollar, en l'occurrence, qui apparaît en bas, c'est la valeur moyenne du dollar sur l'année considérée. Donc vous avez un graphique qui indique depuis 2008 en bas la valeur moyenne du dollar sur une année. Donc vous voyez, on était au-dessus d'un 30 en grande partie. Oui, et là, on décroche à un 12. Et là, on décroche à un 12, soit une baisse de 18%. C'est très important à l'échelle notamment des nations. Vous imaginez bien que ça engendre quelques petits mouvements. Et l'impact, il est immédiat depuis le début de l'année, notamment sur le commerce extérieur, on vend mieux à l'extérieur. de la France. Figurez-vous, on arrive à mieux vendre, on l'a vu. Alors, si on devait prendre des contributeurs, Airbus serait probablement dans les premiers. Et on a déjà vu des pics comme ça, même avec un dollar fort. Donc est-ce que c'est uniquement l'effet dollar ou est-ce qu'il y a aussi un effet conjoncturel, cyclique? Non, il y a eu 2011, comme on le voit, on a eu un ralentissement assez important et naturellement les exportations ralentissent très vite.
Donc c'est l'effet que vous voyez là. Par contre, on peut attribuer au mouvement qui est marqué par une flèche noire à l'écran un effet essentiellement dû à la devise cette fois-ci. Autre graphique, la divergence de la production et des prix à la production. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est technique. Alors ça, c'est l'autre thème. La différence, c'est le prix. Oui, la différence, c'est le prix. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de constater, après l'effet dollar dont j'ai parlé, on est en train de constater que dans les prix à la production, on est toujours quelque part en déflation. C'est-à-dire que ça coûte moins cher de produire. On a un peu le dollar, pour le coup, il n'est pas pour grand-chose, mais le dollar cumulé avec le pétrole, là, on commence à avoir des véritables gains de productivité. Même si la production, et c'est ce que vous voulez nous dire, continue à monter. Ça, c'est la flèche en pointillé. Oui, ça veut dire que les marges sont en train d'augmenter finalement et que on le verra là aussi probablement dans les résultats du second semestre. Donc probablement au travers de cet indicateur, un relais de croissance pour les résultats de nos entreprises qui vont d'ores et déjà être impactés au premier semestre par la baisse du dollar. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que souvent la production et les prix se suivent. Exactement. Ça marche de conserve. Et là, ça diverge. Exactement. Et c'est l'effet pétrole notamment. Alors, l'effet pétrole, il va être substantiel, parce que si j'ai montré un effet dollar de 18%, ce qu'on peut voir, c'est que l'effet pétrole, il est de 37%. C'est considérable. Ça fait longtemps qu'on a... On devrait faire 5% de croissance avec tous ces éléments. Non, on ne fera pas 5% de croissance. On va voir qu'il y a on a eu un troisième coup de main, c'est le graphique suivant. Graphique. Voilà, qui reprend justement le CPI et le PPI hors Eurogroupe. Alors, prix à la production industrielle et prix à la consommation. Exactement, donc qui ont été marqués par les chocs de 2009, on peut le voir. Mais là aussi, ce qu'on peut voir, c'est que cette fois-ci, c'est les États-Unis qui sont venus à notre secours, entre guillemets, entre l'effet dollar, en acceptant quelque part l'affaiblissement de leur devise. Et en acceptant cet affaiblissement, et les perspectives de remontée des taux, vous renforcez le prix du dollar et vous donnez un appel d'air supplémentaire à l'Europe. Pourquoi? L'Europe était menacée d'une double chute, voire une triple chute, et les Américains ne pouvaient pas se permettre de voir un partenaire comme l'Europe sombrer. Donc c'est l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, le renforcement de leur devise. Pardon, oui, ce qui les affaiblit en termes d'exportation, mais ce n'est pas l'affaiblissement du dollar. Mais ça aide vos partenaires à vivre mieux et donc à consommer plus de Coca-Cola, par exemple. Par exemple. Voilà pour la première partie de cette émission. On passe au tableau de bord. Un tableau de bord qui nous permet d'évaluer le paysage, le paysage en matière de risque notamment. Oui, absolument. Alors cette fois-ci, et comme vous pouvez le voir à l'écran, je pense, dans un instant, vous allez le voir, on a mis deux indicateurs. Pourquoi? Voilà, on a mis les indicateurs de la semaine dernière, pour vous montrer à quel point le choc qu'on a vécu était important, et les indicateurs de cette semaine, avec, vous pouvez le voir, des déplacements de feu substantiels, notamment sur le marqueur 5 sur lequel on reviendra, mais également sur le marqueur de dispersion des performances. Donc on a moins de risques systémiques et on revient à une vraie diversification qui paye. Et puis une aversion au risque qui était passée au rouge, évidemment, compte tenu du choc qu'on a connu. Les marchés avaient d'ailleurs traduit cela par une baisse assez substantielle qui depuis a été corrigée. Et on revient maintenant, on est prêt à nouveau à prendre du risque et c'est ce que suggère graphique, voilà, notre indicateur. Et vous voyez que l'indicateur d'aversion au risque, donc l'indicateur numéro 5, au bout à droite, on voit qu'on est dans une borne où on a probablement surestimé, pour le coup, le pessimisme dû à la situation et qu'on est prêt désormais à reprendre du risque. On l'a vu au travers du rebond des marchés cette semaine, mais il n'est pas exclu qu'on continue de rebondir encore plus loin et plus haut surtout, puisque désormais on va voir les choses un petit peu différemment, ça va mieux. On a la naissance d'une confédération probablement européenne et c'est quelque chose de non négligeable. Depuis le temps qu'on l'attend, cette confédération, météo reste en mode 3. Seigneur météo, il fait chaud, on l'a dit, mais on a toujours quelques nuages, c'est un peu orageux. On l'a vu, ce mode 3 spécifie bien qu'on peut être de temps en temps dans des périodes critiques. On en a vu quelques exemplaires la semaine dernière, vous l'avez vu dans les indicateurs que j'ai présentés tout à l'heure. Voilà donc pour l'évaluation du risque, on passe aux performances d'interaction. À chaud.
Alors, les performances, on les découvre ensemble avec ce graphique qui compare l'indice CAC qui nous sert de référence par rapport à ce portefeuille d'actions européennes. C'est notre terrain de jeu, les actions européennes. Exactement. Hors zone euro compris, on peut aller en Suisse, en Angleterre. On peut aller à peu près où on veut, dès lors qu'on ne dépasse pas un certain nombre de ratios pour que le portefeuille reste éligible au PEA. Alors, puisque donc, Interaction est éligible au PEA, je le rappelle. Performance cette semaine, un rebond, j'en parlais tout à l'heure, 4,20 pour Interaction, 4,45% pour le CAC 40. Juste pour information, on est revenu quand même à 20,25% de hausse depuis le début de l'année sur le fond, 22,06 pour le CAC. On a donc rattrapé une bonne partie des 3,5% de retard qu'on avait. Là, le rebond, on s'est fait distancer, ce qui est normal, puisque dans les rebonds forts, c'est toujours les valeurs indicielles qui sont tirées en premier, et ensuite les autres qui rattrapent le terrain, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, poids, performance potentielle, c'est la décomposition par secteur. Voilà, et on voit par exemple que les valeurs défensives ont pas mal, se sont bien tenues, c'est la colonne du milieu, se sont bien tenues cette semaine. Ils ont contribué à 1,47% de la performance du CAC et à 1,44% de la performance d'Interaction. Ce qui est marrant en période de rebond de voir que c'est les valeurs défensives finalement qui... Oui, parce que les valeurs indicielles en fait. Ben voilà, il y a du Sanofi dedans par exemple, et Sanofi a connu une progression extrêmement importante, c'est 11% de l'indice, même Total a rebondi, alors que les nouvelles à moyen terme sont plutôt pas très bonnes. En tous les cas, on est resté en dehors de cela. Les valeurs technologiques nous ont aidés, 0,95 pour 0,47, on fait 2 fois mieux que l'indice. On est un peu distancé sur les cycliques et un petit peu sur les semi-cycliques. Je pense que tout ça rentrera dans l'ordre. Et on garde du potentiel, vous le voyez dans la colonne de droite, sur le fond, un potentiel au-delà de 4%, malgré tout aujourd'hui, encore. Allez, on zoome encore un peu plus. On va s'intéresser maintenant aux détails de ce portefeuille et examiner les performances valeur par valeur. Une virgule. Allez, la magie de la réalisation en direct donc, nous amène maintenant à la partie gestion d'interaction. On examine en détail, donc valeur par valeur, ce portefeuille avec d'abord un petit mot sur l'historique des arbitrages réalisés dernièrement. Alors, cet historique qui est un petit peu plus loin dans nos graphiques, je vais vous le décrire. Le Crédit Agricole a été renforcé. Voilà, on vient de renforcer le Crédit Agricole dans le mouvement de baisse sur la panique, entre guillemets. On en a acheté. On a allégé Allianz et Sodexo. Pourquoi ? Allianz parce qu'on a fait un arbitrage assurance contre banque. Enfin, on a vendu l'assurance, on achète les banques. On va probablement continuer ce mouvement. Ouais. On a beaucoup plus de visibilité et de risques systémiques en moins sur les banques aujourd'hui. Les compagnies d'assurance se sont bien comportées. On prend nos bénéfices d'un côté et on se repositionne de l'autre. Et Sodexo qui a une valeur dollar aussi ? Sodexo, on a été un petit peu déçus par les chiffres qui sont sortis. On a fait une belle performance dessus. On vend. Il faut savoir vendre ou alléger. C'est ce qu'on a décidé de faire le 15. Alors on va regarder ce portefeuille, donc interaction sur la semaine, avec en effet une forte performance. Oui, vous le voyez dans ce détail du portefeuille sur la semaine, 4,20, 4,45, avec dans la colonne que je vous invite à regarder, qui est la colonne contribution. Celle-là est importante puisqu'on voit que la contribution de Sanofi cette semaine est de 0,41%, 10% de la contribution du fonds, mais que si on en avait eu autant que le CAC 40, on aurait gagné 0,32 de plus. C'est un peu ce que cela veut dire. La contribution relative est négative. Voilà. Parce qu'on a moins de Sanofi que dans le portefeuille. Et je vous le disais, on a eu des valeurs indicielles, des gros indices qui ont rebondi, Sanofi, Essilor, Vivendi. Essilor, c'est 6,90% de performance cette semaine. Alors certes, on en a beaucoup, mais c'est important comme rebond. On a la Société Générale qui a beaucoup rebondi. On a Orange qui a beaucoup rebondi. Enfin voilà. Et puis en bout de piste, il y a une dernière ligne qui figure tout en bas, sous Alcatel, qui s'appelle les valeurs du CAC 40 que nous n'avons pas en portefeuille. Eh bien celle-ci, elle nous coûte moins 2,02 en performance. Donc on voit bien qu'on a eu un portefeuille, un rebond très indiciel cette semaine. Voilà donc pour ce portefeuille. Côté actualité,
Qu'est-ce que vous avez noté finalement d'important? On peut faire un petit zoom sur l'automobile par exemple? Oui, l'automobile. Alors, des nouvelles toutes fraîches de Chine, d'Audi, qui abandonne son objectif de 600 000 véhicules vendus en Chine. Ça freine la Chine. Oui, ralentissement. On l'a dit, certes, c'est un pays qui passe d'un régime de production à un régime de consommation, avec des bulles, bulles immobilières, bulles financières. Tout le monde l'a vécu aussi cette semaine, ce qui a rajouté un peu de volatilité à l'ensemble d'ailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est que les attentes relatives à Audi en Chine étaient un petit peu probablement trop ambitieuses, et le ralentissement, ou la croissance moins importante que prévu en Chine plus exactement, pèse sur les ventes de véhicules du groupe allemand. Ça nous impacte, nous, d'une façon ou d'une autre? On a un peu d'automobile. Alors, nous, ça nous impacte avec Peugeot ou Renault. On a décidé de vendre Renault, pour être clair. On a vendu déjà Peugeot. On a décidé d'alléger le secteur automobile. On pense que les nouvelles sur les volumes ne vont pas être très bonne et que ça ne sert à rien de rester sur un secteur sur lequel, on le verra tout à l'heure, dans le palmarès, on a gagné énormément d'argent. Parce qu'on a 2,8% de Renault. Pour l'instant, on garde cette ligne quand même? De 2,8, on va alléger, donc on va descendre à 2,3. Mais ça reste une des plus belles du secteur, et je rappelle qu'on avait déjà vendu Peugeot. Alors, Essilor, on en a parlé, belle performance cette semaine, une belle contribution pour Interaction. Oui, un rebond important du titre, un objectif de cours qui est encore à 135 €. Nous, on a décidé de prendre des profits sur Essilor. C'est des valeurs qui continuent de se payer très cher. On peut avoir des déceptions dues à la croissance mondiale qui impactent directement Essilor. Donc, on a bien gagné notre vie. Là aussi, avec l'été, on prend des bénéfices et on verra ce qui se passe plus tard. Donc, on a 4,8% d'Essilor. On en vend combien? On en vend 1% et on descend donc à 3,8%. Donc on voit qu'on se prépare à passer l'été. Voilà. On se met et c'est pas fini, comme fini. dirait un publicitaire bien connu. Alors Thales. Oui, Thales, là aussi, des bons résultats, une bonne performance. Nous, on décide de prendre des bénéfices pour passer l'été relativement tranquille. On pense qu'on aura une deuxième séance, une deuxième tendance au deuxième semestre sur des bons résultats, et notamment ceux générés par la croissance en Europe. On reviendra à ce moment-là sur ces valeurs-là, mais Thales, secteur de la défense, a beaucoup gagné. Et je rappelle qu'on a du Rheinmetall aussi, très belle valeur allemande, qui nous permet d'être décorrélé de l'indice. Donc déjà 3 valeurs allégées, Renault, Essilor et Thales. Est-ce qu'on va faire quelque chose de ce cash, ou le but c'est pas forcément de... Non, on va pas s'énerver. On a 7% de cash. Là, ça va l'augmenter un petit peu. Oui, ben voilà, on sera à 8,5 dans le meilleur des cas. 8,5% de cash pour passer l'été, c'est ni bien ni mal. Mais en tout état de cause, tant qu'on n'a pas d'idée, ça ne sert à rien de racheter pour le plaisir de racheter. Carrefour dans l'actualité également. Oui, chiffres attendus. Un petit point, les chiffres sont conformes aux attentes. Un petit coup de moins bien en France, mais on avait déjà eu une première salle avec Casino. On s'était rendu compte que c'était pas extraordinaire. Il reste que les réorganisations du groupe est remarquable. Et puis les prévisions de consensus sont plutôt sages. Donc c'est peut-être un titre qu'on rentrera justement sur la croissance européenne, le thème que j'ai évoqué en tout premier lieu tout à l'heure. Pour l'instant, donc on a 1,9% de Carrefour, donc on ne touche pas à cette ligne. Non. Sanofi, qui simplifie en effet en 5 branches son organisation mondiale avec son nouveau patron. Oui, parce que Sanofi, on avait tendance à raisonner produit. D'ailleurs, on le voit bien dans la communication, on ne raisonnait que produit, ce qui fait que dès qu'il y avait un impact sur un produit, ça a impacté le titre Sanofi. On a décidé de présenter les métiers en les regroupant par entité. Il y avait 7 entités, il n'y en a plus que 5. Ça va donner une meilleure visibilité à ce titre qui est probablement sous-estimé. Je rappelle que nous, on en a racheté 6% en l'espace d'un mois. C'était une position qu'on avait sortie, tout comme Total. Total, toujours pas. Mais Sanofi, on est monté à 6%. Et on reste. Et on reste. Bon, on joue cette restructuration. Exactement. Et cette relance avec le nouveau management. Oui. Un mot d'Orange. Les télécoms, c'est un secteur qu'on suit de près aussi. Oui, alors Orange, ce qu'ils font est vraiment bien. On n'a pas de... les économies sont au rendez-vous. Ils arrivent à relever le prix de leur offre, notamment celle du quadruple play, ce qu'ils ont appelé Open Play. C'est une bonne nouvelle, 3 € par mois, c'est un signal fort, c'est qu'on commence à avoir du pricing power et que la qualité de ce qu'ils font est reconnue.
avec la mise aux enchères des nouvelles fréquences 4G, les fréquences qui permettent de mieux pénétrer à l'intérieur des habitations, donc qui sont très recherchées par les utilisateurs et donc les opérateurs, avec le danger toujours à 4 opérateurs de surenchérir, de payer trop cher. Oui, alors l'histoire des 4 opérateurs, moi je pense que c'est figé maintenant. On l'a vu avec l'histoire de Bouygues, qui n'a pas trop l'intention de sortir. Bouygues parle d'une industrie désormais, quand il parle du téléphone. C'est extrêmement important, parce que je rappelle que c'est des industriels et qu'on a oublié d'ailleurs, puisque la valorisation de l'entreprise valorise pas aujourd'hui le métier historique du groupe, mais simplement la téléphonie et un peu la télévision. Donc je trouve que l'orientation industrielle prise par ces nouvelles utilities, c'est intéressant et on a intérêt, nous, à rester positionnés là-dessus. On reste sur Orange. Veolia, d'un mot. À Veolia, on va avoir des résultats le 3 août prochain. Je rappelle qu'on en a quand même déjà beaucoup, on en a un peu plus de 3%. Il n'est pas exclu qu'on monte un petit peu avant la nouvelle et on la vendra. On a un objectif de cours de 24 €, 20% d'upside attendu sur le titre. Et pour le coup, c'est probablement celle qu'on va racheter. Donc on rachète un peu de Veolia, on se renforce sur l'action Veolia. Absolument. ADP qu'on a en portefeuille aussi, une valeur chère à Uber. Ah oui, il n'est pas là, donc il va avoir du mal à défendre cette décision. On va solder la position d'ADP, on a bien gagné notre vie. On pense qu'ils vont être, et c'est relativement cher au moment où on parle, ça se paye 22 fois les bénéfices 2015, c'est relativement élevé, et on pense, nous, qu'on va être déçus par les fréquentations internationales. D'accord, donc beaucoup d'arbitrage cette semaine, il ne fallait pas rater cette émission avant de partir à la plage. Et puis alors, vous nous sortez du chapeau, si je puis dire, une valeur espagnole. Et Dieu sait si c'est important le chapeau pour ceux qui n'ont pas de cheveux. Alors c'est important, oui, notamment... L'Espagne, destination vacances aussi. Je rappelle qu'on était sortis, exactement, d'accord sur lequel on a bien gagné notre vie. Meliá, c'est un groupe hôtelier qui est leader en Espagne. Belle entreprise, belle qualité d'actifs immobiliers, probablement l'accord espagnol. Et c'est la raison pour laquelle on y va. D'accord. Voilà. Donc on prend combien de ce groupe? On va prendre 1% pour commencer. 1% de Meliá, voilà. On le rappelle, Interaction, un terrain de jeu européen et on ne se prive pas d'en profiter donc avec cet achat d'une nouvelle action. Donc je récapitule sous votre contrôle Thomas, 1% de Meliá, c'est un groupe hôtelier espagnol. On solde la position d'ADP qui était d'un peu plus de 2%. On prend 1% de Veolia. On ne touche pas à Orange, on ne touche pas à Sanofi ni à Carrefour. On allège Thales, on allège Essilor d'1% et on allège Renault de 0,5%. Exactement. Beaucoup de sport cette semaine. Voilà, merci Thomas. Merci. Merci à vous tous de nous suivre régulièrement et n'hésitez pas à nous adresser vos questions en amont ou en aval et même pendant l'émission Interaction chaque semaine 14h30. En attendant, je vous souhaite un bel été.